Donc le jus de goyave, vous ne pouvez pas en faire. Même si la goyave est mûre, tout ça, ça coule comme l'eau, vous ne pouvez pas extraire. Avoir trop d'argent, ça stresse. Qu'est-ce que vous avez ici comme élément qui permet de lutter contre le stress? La première solution pour le stress, c'est de lâcher. Mais à vous entendre, il n'y a rien qui est consommable. On vit à 85 ans, mais agonisant et sous assistance respiratoire. Pas nécessairement. Ce n'est pas ça la vraie espérance. Nous sommes en guerre. On mange et on avale n'importe quoi des pays qui nous détestent et qui nous mènent des guerres silencieuses. Sachez-le, ceux en Afrique qui n'arrivent pas à bien se nourrir sont ceux qui vivent dans les temps de crise. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Bon l'équipe, comme vous avez pu le constater, vous m'avez demandé la partie 2, nous sommes en immersion dans comment on appelle ici, le laboratoire du docteur Zobe en direct du mobile omnisport. Donc, et il est là pour nous. On va pas faire une espèce de partie 2, mais cette fois-ci en immersion. Et on va essayer de vous poser les questions que vous allez poser afin qu'il puisse y répondre au fur et à mesure. Hélico, ce n'est plus maintenant. Ce n'est pas demain que tu vas prendre soin de toi. Prends soin de toi maintenant. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et au fur et à mesure que tu laisses ta santé se dégrader, tu peux aboutir à des conséquences graves. C'est maintenant, pas demain. C'est quand le bon moment de faire la tisane de roi. C'est maintenant. C'est illico. D'accord. Voilà. Allez, illico presto. Illico presto. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de toi. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est pas demain. On ne remet pas à demain, ça c'est pas pour être petit. Nous sommes nés en 2018. Ah oui. 2018. 2018. En 2018, en mai, nous avons créé cette structure sous la forme d'un groupement d'intérêt commun. L'objectif était de faire découvrir aux Camerounais leurs produits, leurs plats. Et bon l'équipe, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, on met le lien juste dans le premier commentaire, vous allez regarder la partie 1. Je pense que vous comprendrez mieux la partie 2. Et puis pour le reste, je vous les demande de rester attentifs. Donc oui. Je vous remercie Valère. Vraiment, je vous remercie d'être patient. Et ce n'est que de bonne guerre que nos frères parlent de nous. Si c'est les autres qui parlent de nous, c'est là où il y a problème. Et je vous remercie énormément de venir. Je vous ai dit que j'avais commencé par faire les jus de carottes et de betterave. L'objectif, c'était de pouvoir mettre à disposition des jus de légumes vivants. Valère, c'est congelé. Oui. Ça veut dire que celui qui boit ça, c'est vivant. Et ça va raviver sa vie. Mais c'est quoi les vertus du jus de carotte par exemple? La carotte est excellente pour la peau. Oui. Carottes et betteraves sont excellentes pour la digestion. Si vous êtes constipé, vous pouvez ça. Ah oui? Oui. Non, et moi aussi, la carotte, c'est bien pour la vue, c'est vrai aussi. Très bien pour la vue par sa richesse en caroténoïdes. Oui, c'est ça. Donc, excellent pour la vue, excellent pour la digestion, excellent pour le sang. Tout le monde sait que quand tu as des problèmes de sang, c'est la betterave. Si tu n'as pas la betterave, nous avons souffert avec. D'accord. Voilà, du sirop d'ananas ou... Non, du jus d'ananas pur. Oui. Pas de sirop. Le sirop, ça veut dire qu'on a extrait le jus et on a fait cuire. Là, on obtient un sirop. On n'a rien fait cuire. C'est pour ça que c'est vivant et ça va être congelé. Voilà. Mais est-ce que la protéine de congeler comme ça le congeler, ça ne détruit pas la structure même? Évidemment, ce n'est pas comme nature, mais c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire que je récolte, je retire les substances de la plante et immédiatement je congèle. C'est pour ça que vous pouvez prendre le sang de quelqu'un ici et perfuser un malade en France. Comment ça se passe? On congèle de la lyophilisation et autres processus. Ça reste vivant. Donc il n'y a pas de problème si quelqu'un congèle son jus et on boit comme ça. Ce qui est grave, c'est si on fait pasteuriser. Pire encore, si on ajoute des conservateurs, des édulcorants, des emulsifiants. Même les jus de légumes pasteurisés ou juste légèrement cuits restent un peu acceptables.
Rien à voir avec les concentrés d'eau, avec colorant, édulcorant, etc. Qu'on appelle boisson gazeuse. Là, c'est très toxique. Mais du coup, on ne peut plus transformer ça en jus de betterave. C'est quoi le procédé? Tout simple. Non. On prend juste la carotte, on met dans un extracteur de jus industriel, c'est-à-dire qui presse doucement, sans oxyder les matières à l'intérieur de la plante. Et tout ce qu'on fait, c'est de mettre dans la terre. Rien d'autre. Il n'y a pas de conservateur? Aucun. Vous voyez que ça doit être extrêmement fort. Parce que comme il n'y a pas de conservateur, comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de conservateur, ça doit être très très fort. Donc l'environnement est très assaini, très fort, vraiment pour que le jus soit très bon. Sinon, à peine même au congélateur, ça tourne. Oui, ça mousse. C'est pour ça que nous sommes fait assister par un expert en qualité pour s'assurer que la qualité de sera. Donc ces jus sont totalement naturels, totalement vivants, et nous avons commencé par ça. Par la suite, mais pourquoi avoir décidé de commencer par la carotte de la betterave, pas par la goyave? Très bonne question. La goyave n'est pas accessible. Ce n'est pas toutes les saisons qu'on a la goyave. Et la goyave ne donne pas de jus. Mais pourquoi on a des jus de goyave dans les industries? Moi, j'ai souvent acheté le jus de goyave en grande surface. Ne vous laissez pas tromper. Si quelqu'un vous montre un jus de goyave qu'il a fait presser comme ça sans mettre de l'eau, appelez-moi le changement. Vous ne pouvez pas le faire. Ça va être pâteux. Et comme c'est pâteux, ils vont être obligés de rajouter de l'eau. Et dès qu'on rajoute de l'eau, on doit mettre du sucre. Ouais. Et comme on a rajouté de l'eau, il y a des bactéries, on va mettre des conservateurs. Ah, ok. Dans la carotte, on peut presser à avoir du jus de carotte. C'est une pression à froid. Pression à froid, pousse. Avec une vis qui fait le minimum de tours par minute possible. Il faut des bons conservateurs pour le faire. On peut le faire avec la centrifugeuse, mais ça oxyde le jus. Mais ça fait quand même quelque chose, c'est mieux que rien. C'est mieux que l'industriel, c'est mieux que les limonades. Mais l'idéal, c'est d'avoir un presse-jus très lent et à froid. Vous voyez? Dans le jus de goyave, vous ne pouvez pas en faire. Même si la goyave est mûre, jusqu'à ça coule comme l'eau, vous ne pouvez pas extraire le jus. D'accord. Vous allez faire mixer ça, rajouter de l'eau. Et s'il y a de l'eau, ce sera sucré, vous allez mettre du sucre. D'accord. Bon, mais dans le cas de la papaye, la papaye, c'est possible. Mais pourquoi avoir demandé pour le jus de carotte? Il faut associer à la fois la possibilité d'avoir du jus. Deuxième chose, la possibilité d'avoir des produits toute l'année. L'ananas et la carotte sont disponibles toute l'année. La carotte est un produit maraîcher. Même en contre-saison, on peut irriguer le champ et le faire. Ce n'est pas évident de le faire avec la goyave. Parce que même la goyave, même si vous irriguez en contre-saison, vous n'allez pas fleurir l'arbre tout le temps. C'est maximum 2 floraisons par an pour le goyavier. Et le goyavier, c'est une plante de la famille des myrtacées. Donc ça donne un jus à tendance constipant. Oui, c'est même quand on mange la goyave. Voilà, quand vous mangez la goyave, ça a tendance à constiper parce que ça a des fibres extrêmement dures. Vous voyez? Alors que la carotte, c'est différent. Ce sont des fibres végétales vivantes, ce sont des légumes. Et donc vous pouvez en faire facilement un jus thérapeutique. Ce n'est pas pour dire que la goyave n'est pas bonne pour la santé, mais chacun son rôle. Moi, je voulais quelque chose de très assimilable, que même des malades chroniques qui n'arrivent plus à manger peuvent boire et se nourrir, se soigner. D'accord. J'ai oublié de signaler ici qu'en plus de la carotte, de la betterave et de l'ananas, on rajoute des aliments comme le gingembre, le curcuma, l'ail, l'oignon, le zeste, le citron et la pépère. Tout ça à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les aliments là sont des vrais aliments médicaments qui vont venir apporter les propriétés anti-inflammatoires du curcuma, anti-rhumatismal du gingembre, nettoyant de la circulation sanguine de l'ail et de l'oignon, et détox du citron. Donc, tu détoxifies, tu améliores la circulation sanguine, tu améliores le sang, tu perds les graisses, et la carotte, tu améliores ta vue, tu améliores ta condition. Comment tu ne vas pas avoir une poisson thérapeutique? Mais est-ce que c'est forcément sain de mélanger tout ça? Quand vous prenez par exemple la carotte c'est un conglomérat de molécules chimiques, de molécules organiques,
Est-ce que vous allez extraire seulement des carotènes et la vitamine A de la carotte? Toutes les plantes sont des mélanges de propriétés chimiques. Un curcuma, c'est le mélange de vastes molécules chimiques. Donc, ne me dites pas qu'en mélangeant tout ça, ça pose un problème. Non, les plantes travaillent en synergie. Même dans la nature, les plantes travaillent en synergie. Un arbre comme le goyavier, il travaille au moins avec 200 espèces animales et végétales. Dans le sol séracide, les oiseaux sur les branches, les champignons et les lichens qui poussent sur les tiges et autres. On a vu en botanique qu'un grand arbre de la forêt tropicale héberge près de 300 espèces végétales et animales. Donc la nature travaille en synergie. Vous ne pouvez pas, ça veut dire que si vous voulez vous soigner, mélangez le nombre de plantes médicinales. Combinez, mais pas n'importe lesquelles. Moi, j'ai étudié ça. Donc avant de faire ça, j'ai étudié. Donc je ne peux pas mélanger n'importe quoi. Bon, maintenant, se pose une question. Je vois le laboratoire est relativement petit. Imaginons que, est-ce que vous êtes contre l'industrie d'abord, l'industrialisation? Vous êtes pour ou contre l'industrialisation? Ce n'est pas une question de pour ou contre. C'est qu'est-ce qui prédomine le positif dedans, qu'est-ce qui prédomine le négatif. L'industrialisation est de façon prédominante négative pour l'être humain. Oui. Mais je suis plongé dedans, je suis né dedans. Mes avis, s'ils sont industriels, je ne vais pas dire que je vais marcher nu dehors, bien que ça ne me dérangerait pas, vous, ça vous dérangerait. Donc, l'industrialisation a ça de pervers que ça pervertit les habitudes naturelles de l'être humain. Donc, l'industrialisation a plus de mauvais que de bon. Le bon côté de l'industrialisation, c'est qu'on peut s'habiller, on peut se protéger du froid, on peut rapidement soigner quelqu'un qui s'est fracturé la jambe. Hein? Si une tumeur est trop grosse, on peut aller à la chimiothérapie, un peu compasser avant de venir en naturopathie, aider. Ce n'est pas une question de on est contre ou pour. Non. Quel est le meilleur qu'on tire de la situation et des éléments qu'on a dans notre microcosme? Mais la question derrière ça, c'est imaginons qu'aujourd'hui, on vous demande le produit, par exemple, du jus de carotte. Alors, on vous demande un produit 1000, 2000, 5000, 10 000. Comment vous allez faire sur l'industrialisation? Tous les marchés ne sont pas accessibles à tout le monde. Et ce n'est pas tous les marchés qui sont prenables. Et moi, avec la façon dont je travaille, je peux vous promettre d'arriver à ça dans 3 mois ou dans 6 mois. Ce n'est pas un problème. C'est un problème de capacité de production de carottes et de trucs, et de capacité au niveau des machines. Mais après, il faut même y avoir la matière première. Voilà, c'est pour ça que je parle du champ. Donc, il faut multiplier le champ et il faut avoir les machines pour ça. Donc, on se donne un délai et je vous dis, dans 6 mois, je vais pouvoir y arriver, mais voici ce que je peux vous donner. On ne peut pas tout faire. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de former aussi tout le monde, que tout le monde essaie de transformer nos plans et faire tout ce que je fais pour qu'on puisse atteindre bien, satisfaire la demande. La demande est là. Parce que justement, je me posais la question, il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient avoir besoin de jus de carotte, de jus de betterave, tel qu'il est construit ici chez Indico. Bon, maintenant, si je suis contre l'industrialisation, comment y arriver? Je ne vais pas faire ça avec les ânes et les chevaux. Voilà. Non, mais bon, nous sommes dans l'air du temps. S'il faut industrialiser, on n'est pas comme ça. Bien que personnellement, je n'ai pas d'intérêt à faire de grandes installations industrielles. Je ne veux même pas être là pour manger cette chose. Parce que quand tu fais des grandes installations industrielles, ça c'est l'investissement sur 200 ans. Et tu serais encore là, tu serais plus là. La petite échelle, ça nous satisfait largement. Mais est-ce que ça ne montre pas quelque part que vous êtes quelqu'un qui ne voit pas suffisamment grand? Grand dans quoi? Dans la matière, dans l'argent. Ça n'importe peu. Mais même dans l'impact aussi, parce que vous pourriez aider beaucoup plus de personnes avec plus d'argent. Je ne suis pas seul sur Terre. Il y a Dr Aka en Côte d'Ivoire qui aide aussi. Il y a beaucoup d'autres naturopathes et diététiciens qui aident. En France, il y a Irène Grosjean qui a aidé et qui a laissé des livres. Il y a Thierry Casasnovas qui a aidé et qui est poursuivi par la justice française. Et il y a professeur Joyeux, il y a professeur Raoult même, qui sont là pour aider. Je ne suis pas seul, je ne vais pas tout faire. Et je n'ai aucune prétention à tout faire. Voilà. Et je forme des conseillers thérapeutiques. Je forme des gens dans l'alimentation pour que ce soit des relais et que je ne sois pas le seul à faire. Je n'ai aucune intention d'être un mascoton. Avoir trop d'argent, ça stresse.
Je veux Oui, c'est vrai que l'argent vient à son niveau de stress. Voilà. Moi, je veux pouvoir dormir en paix. Je ne veux pas pouvoir dormir en me disant le compte bancaire là combien. Ou bien est-ce qu'on ne va pas me voler. Quand vous avez l'argent, on vous cherche et on vous braque. On kidnappe vos enfants. Ce n'est pas bon. Cherchez l'argent, mais ayez le petit qui vous permet de manger, de vous vêtir et de vous loger. C'est tout. Le reste là, ça devient la luxure. Et ça vous mène à des travers et ça vous expose. Ok, bon, c'est une manière de voir les choses. Voilà. Et du coup, quand vous avez l'argent, L'argent représente un moyen. Un moyen de me chausser. Un moyen de me vêtir. Un moyen de me nourrir. Ça s'arrête là, Valère. mais est-ce que vous pensez aux autres? Les autres passeront à eux. Je ne peux pas penser à eux. Mais quelque part, si vous mettez en place quelque chose, c'est que vous pensez aux autres aussi. C'est vrai, mais pas aux autres en tant que personne. Je pense à l'humanité. Le reste, vous, Valère, vous m'intéressez pas. C'est l'esprit qui est derrière, qui est le même esprit qui est en moi. Donc, en vous, je me vois. Par exemple, quand vous mangez le coquille, en vous filmant à un moment, je me vois en vous. Oui. Je me vois il y a 15 ans, quand je mangeais mon pois coucou avec la sauce d'arachide. Mais j'étais fan de ça. Aujourd'hui, je ne peux plus m'amuser. Donc, c'est l'humain que je vois. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une question de personne. Donc, quand je dis que je veux aider les gens à sortir du diabète, ce n'est pas les personnes. C'est l'humanité que je veux soigner parce que l'humanité est malade. Quand vous êtes dans une société où les gens arrivent à uriner dans une marmite de porc ou de légumes, ce n'est pas la personne là qu'il faut stigmatiser, c'est la société qu'il faut soigner. C'est l'humanité qu'il faut revoir. Vous ne pensez pas qu'avec plus d'argent, vous pourrez aller plus vite et avoir plus d'impact? Je laisse les autres faire leur part. D'accord. Je ne peux pas avoir tout l'impact du monde. Déjà, ce que je fais là, c'est beaucoup. Et ça me stresse énormément. Je suis occupé. Tous les jours, j'entre là à 8h, soit à 18h. Je suis un prisonnier. Oui. Il faut qu'on a regardé un peu de ce côté-là. Mais avant, je voulais savoir, tout à l'heure, vous parlez beaucoup de stress. Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez ici comme élément qui permet de lutter contre le stress? Évidemment, la première solution au stress, c'est le lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas tenir sur les choses. Il ne faut pas tenir à l'argent. Il ne faut pas tenir au projet. Il ne faut pas tenir au mariage. Il ne faut pas tenir au sexe. Il ne faut pas tenir à la nourriture. C'est la première chose. Et si on ne tient à rien, alors pourquoi se battre? Est-ce que vous vous tenez à votre idéologie, à la vision que vous portez? C'est toujours ça. Je n'y tiens pas. Ah, ok. Je ne tiens à rien du tout. Tout ce que j'ai fait, si demain vient voir quand on a fermé, tant mieux, rentre à la maison. Comment ça? Parce que je veux dormir en paix. Vous voyez. Il faut pouvoir utiliser la matière et les biens, tout ça c'est la matière. Il faut pouvoir l'utiliser sans en être dépendant. Donc la première solution au stress, c'est le lâcher prise. Il faut le lâcher prise. Oui. Et moi j'aimerais savoir, le vous d'avant, qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain vous arrêtiez de manger? Est-ce que c'est mauvais ce que je suis devenu? Non, mais j'aimerais savoir, c'était quoi le déclic? Je quitte le Maroc pour la Finlande en 2011. 2 ans plus tard, je n'arrivais plus à monter les marches de l'escalier. Parce que j'étais postier. Coursier. Oui, je distribuais les courriers pour avoir mes parts en job. Je n'arrivais plus à monter les marches des escaliers. Je me suis assis et dit que donc je deviens vieux à 27 ans, 29 ans. Je deviens vieux comment? Si je ne peux pas faire mes jobs, qui va payer mes études, mon transport, tout ça? Je me suis assis et j'ai lu. J'ai lu les livres, j'ai dit, mais qu'est-ce qui peut causer des troubles au niveau des articulations? On m'a dit 4 poissons blancs. Les farines, le sucre raffiné, le sel raffiné et le lait. Et en tant qu'étudiant, c'était mon quotidien. Je rentre là, je prends le pain avec le lait et je mets le sucre. J'avais déjà 3 farines, 3 poissons blancs dedans. Il manquait seulement le dernier, le sel. Le dernier, je l'avais dans l'œuf que je faisais frire. Je le lançais en l'air, ça tournait. J'étais content que je mange bien. C'était le moins cher. Ça m'a ruiné mes articulations. Moi, je croyais que manger le pain, c'est bon parce que le pain vient d'un végétal. Or, c'est un produit industriel, hautement toxique. Et donc, comme j'ai découvert ça, j'ai enlevé ces 4 poissons blancs-là. J'ai dit, je vais tester 3 jours. J'ai enlevé ça.
Et le troisième jour, je n'avais plus mal au ventre. J'ai dit, waouh, super, je peux reprendre le boulot. J'ai oublié. J'ai dit que, mais peut-être c'était le hasard, j'ai commencé à manger ces choses. Une semaine après, le mal est revenu. J'ai dit, c'est pas grave, je ne vais pas encore reprendre des congés au travail, quand même, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'avais appliqué comme solution? Parce que vous savez, avec le métro, boulot, dodo, on oublie très rapidement. Et j'ai appliqué la même solution. 3 jours plus tard, le mal est parti. J'ai dit, j'ai trouvé mon bandit. Je suis allé dans mon placard, j'ai tout enlevé. Et j'ai décidé d'être radical dans mon alimentation. J'ai décidé que je vais continuer à creuser et à voir d'autres choses qui sont toxiques dans mon alimentation. Et petit à petit, j'y suis allé. Mais c'est vrai que cette fibre-là, je l'avais déjà avant. Mais je n'avais pas encore cette connaissance. Et ça m'a permis vraiment de me diriger vers la recherche sur la biodynamique alimentaire, sur la microbiologie et sur l'énergétique. Et c'est là que j'arrive à ça. Tu ne peux pas connaître ça et continuer à manger le coquille. Tu ne peux pas connaître ça et continuer à manger les œufs frits, les huiles raffinées, le sucre. Tu ne peux pas. Mais c'est quoi le problème avec le coquille? Le coquille, c'est que la graine, le niébé là. C'est une plante de la famille des fabacées. Oui. Tu ne peux pas le manger sans le cuire. Oui. Ce n'est pas quand il sera cuit qu'il sera bon. Mais s'il existe, c'est bien qu'on le consomme. Même le haricot sauvage existe. Est-ce qu'on le consomme? Mais c'est consommable. Même le tabac existe. Est-ce qu'on le consomme? Bon, peut-être pas. Même le macabo existe. Est-ce que ça veut dire qu'on doit manger le macabo? Si. Ce n'est pas tout ce qui existe qui est consommable. Mais à vous entendre, il n'y a rien qui est consommable. J'ai parlé de la papaye, j'ai parlé de l'avocat, j'ai parlé de l'aubergine, j'ai parlé de l'automne. Le haricot, mungo, les petites variétés mungo et azuki là. Et le coquille a quoi de particulier? Il n'a rien de particulier, on ne peut pas le manger sans le cuire. Sans le cuire. Ce que tu ne peux pas manger sans cuire, ce n'est pas cuit que sera bon. Parce que tes cellules sont vivantes. Tes cellules sont vivantes, tu ne peux pas nourrir des cellules vivantes avec des choses qui sont mortes. Mais pourtant, on fait le feu au quotidien, c'est pas pour autant qu'on meurt plus tôt. L'espérance de vie est où? Mais ça dépend du pays dans lequel on se situe. L'espérance de vie au Cameroun, c'est entre 55 et 65 ans. Oui. Donc c'est bon. Bon, dans les en Allemagne, c'est 85 ans. On vit à 85 ans, mais agonisant et sous assistance respiratoire. Pas nécessairement. Ce n'est pas ça la vraie espérance de vie. Et je vous rappelle que dans nos campagnes, on a des gens qui vivent 100 ans. C'est vrai, c'est vrai. En ville, c'est moins évident. Pourquoi? Parce qu'en campagne, le rythme de vie est moins industrialisé. On dort tôt, etc. Ça veut dire qu'on peut vivre plus longtemps. Et donc, quand on a vu en laboratoire que quand on change l'alimentation des cobayes, des souris et des lapins de laboratoire, leur espérance de vie s'améliore et ils font plus de bébés et en meilleure santé. On s'est rendu en laboratoire que lorsqu'on prend les intestins d'une souris qui est obèse, on l'opère, on prend les bactéries dans son tube digestif. Une souris obèse, on prend sa microflore intestinale, on greffe ça. C'est une souris qui n'est pas obèse. Celle-là devient obèse. Ah oui. Sans rien changer sur son alimentation. Même si elle mange bio. Ça veut dire quoi? Que la souris qui était obèse avait déjà une microflore intestinale adaptée à l'obésité. Par contre, si on prend la microflore d'une souris qui est en bonne santé, on la greffe dans les intestins d'une souris obèse. La souris obèse redevient normale, sans médicaments. C'est le rôle fondamental de l'alimentation et de la flore intestinale dans votre santé. J'ai fait ça en microbiologie. On a prélevé les microbes ici, aux aisselles, au cou, en pic. Ici, et on a analysé ça en laboratoire, on a fait ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN en PCR, polymerase chain reaction. J'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai dit, mais on dort, on mange le coquille, on boit la bière, on danse, alors qu'il y a à faire, alors qu'on souffre. Vous prenez une femme, si un bébé est très malade, si un bébé est né et qu'il a un problème de flore intestinale, vous prenez même les selles d'une personne en bonne santé, vous donnez ça à manger au bébé. On recolonise sa flore intestinale. Il y a des animaux qui font ça. Le koala donne ses crottes à son bébé. Tant que le koala bébé ne mange pas les crottes de la maman, il ne peut pas digérer l'air. Les crottes, ce sont les déchets. Oui.
C'est pas tant. Parce que les crottes de la maman contiennent déjà des bactéries promptes à faire digérer l'herbe. Tant que le bébé n'a pas ça, parce que lui, il est habitué au lait depuis sa naissance. Tant qu'il n'a pas la bonne flore intestinale, il ne peut pas digérer l'herbe. Donc, on parlait du coquille, on parlait. Tu ne peux pas manger le coquille sans le cuire. Et donc, ce n'est pas cuit qui sera bon. Cru, il est vivant. Oh, tu ne peux pas le manger. Tu peux manger l'arachide vivant. C'est-à-dire que si tu fais bouillir un peu, le corps tolère. Ce n'est pas pour dire que bouillir est bon. C'est juste que le corps tolère. C'est tout. Mais donc, ça veut dire que si vous êtes tout, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'on mange au quotidien, il y a ajouté à la poubelle, le haricot, le coquille, le coq. Les feuilles de coq, c'est le Newton africain. Oui. Elles sont bonnes pour la santé. Oui. Le problème dedans, c'est quand on grille les arachides. Oui. On grille les arachides pour faire ça. C'est très toxique. Et on mange avec le manioc. Très toxique. C'est ça le problème de le coq. Mais le deuxième problème de le coq, c'est que c'est une feuille coriace. Oui. Ce n'est pas une feuille tendre. On doit manger les feuilles tendres, comme le folon, le zone, le keleng, etc. Le watalif, le portulaka, on peut manger les feuilles tendres, mais le coq, ce n'est pas une feuille tendre. C'est pour ça que quand on mange ça, ça ressort presque intact. Regardez vous ça. Même à la bouche, on le sent. Voilà, vous ne pouvez pas mâcher, c'est difficile de mâcher. Donc ça ressort intact. Quand vous mangez le maïs, 70% du maïs que vous mangez ressort intact. 70%. Donc vous perdez 30%. Même bien mâché. Même bien mâché. Pourquoi? Parce que le maïs est coriace, il est dur. Sa pellicule là, c'est difficile de mâcher ça. C'est vrai, oui. Même quand on le mange, on le sent. Oui. Donc en fait, on nous a tellement menti sur l'alimentation que nous perdons tout notre argent à manger des choses qui ne sont pas digestes, pire encore, qui nous rendent malades. Le riz, par exemple. Les gens avalent le riz. Ouais. C'est difficile de voir quelqu'un qui mâche le riz jusqu'à ce que ça devienne comme la bouillie. Ouais. Ouais. Donc le riz que tu manges là, 70% ressort tel quel, en brun. Ce que les gens ne regardent pas leurs excréments. Et c'est dégoûtant de regarder les excréments. Moi, j'ai regardé ça en laboratoire. Wow. Et la science qui étudie les excréments, c'est la cocologie. Il y a des gens, des spécialistes en ça, qui analysent vos selles et qui peuvent vous dire de quoi vous êtes malade. Donc, c'est très important. Et en ce qui concerne le manioc, par exemple, il y a un grand frère, un gros industriel, qui dit que le manioc rend crétin. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas lui qui dit. C'est les études des Nations Unies qui ont été publiées en 1982, issues d'un colloque qui a eu lieu à Ottawa. Donc ça fait 43 ans. Et avant eux, on connaissait déjà ça. Et avant eux, ceux qui ont introduit le manioc en Afrique le savaient. C'est pour ça qu'ils ont introduit le manioc. Et c'est pour ça que l'Afrique, entre autres, est dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'on a crétinisé les individus. Avec, entre autres, le manioc. C'est quoi? Comment ça se fait? Le cyanure. Le cyanure est une molécule qui traverse facilement la barrière hémato-encéphalique et donc disjoncte le fonctionnement neuronal et les connexions entre les neurones. C'est extrêmement dangereux. Le cyanure, c'est ce avec lequel on empoisonne les gens dans les bars. Il suffit de mettre une petite quantité de cyanure purifié dans votre ongle et vous pouvez empoisonner votre patient. C'est très dangereux. Et dans le manioc, c'est dilué. Donc quand tu en manges, tu prends une petite dose tout le temps. Tout le temps, tu prends une petite dose. Les zones où on mange le plus de manioc, c'est des zones où on voit le plus de crétinisme. Le crétinisme là est visible quand tu as une grosse tête, un gros ventre, etc. Et quand on mesure ton QI, à 24 ans, tu as un QI d'une personne de 5 ans, 10 ans. Mais pourtant, on a des personnes très brillantes au Cameroun et partout où il y a des manioc qui mangent constamment du manioc. Ce n'est pas une question des exceptions, c'est une question de vision générale de la société. Donc vous estimez que les gens en Afrique qui mangent beaucoup de manioc sont plus crétins que ceux qui sont en Europe? Je ne voudrais pas les insulter. Je parle seulement de la recherche là, parce qu'il ne faut pas que je dise qu'on dise après. La recherche est là. S'ils veulent comprendre qu'ils partent lire cette recherche et la contester avec ceux qui ont fait la recherche. Je ne voudrais pas que ça devienne une affaire personnelle. Mais moi, quand je regarde ça et que j'étudie, je vois le cyanure. Je ne peux pas manger le cyanure. Je ne peux pas manger l'amidon. Pourquoi? L'amidon, c'est une macromolécule constituée de longues chaînes de glucose. Ce dont nous avons besoin, c'est le glucose, pas de l'amidon. Et l'amidon ne peut pas traverser facilement la barrière intestinale.
Donc, quand tu manges l'amidon, ton corps est obligé tout le temps, chaque minute, Le découper. découper ça pour que la molécule de glucose rentre dans le sang. Et si tu as un intestin malade, la grosse molécule d'amidon va passer la barrière intestinale, se retrouver dans le sang, aller créer tous les problèmes que vous pouvez avoir dans le corps, y compris les problèmes de glycémie, les problèmes de cancer, etc., etc. Parce que le corps va chercher à emmagasiner cet amidon-là dans des poches qu'on appelle des tumeurs. Et vous allez faire ça. Je ne dis pas que le manioc et les féculents donnent le cancer, Ouais. mais c'est un contributeur, c'est un favorisateur des conditions cancéreuses. Wow. Nous sommes en guerre et nous devons pouvoir tirer profit de ces enseignements-là et vraiment mettre ça immédiatement en action. Donc, si je comprends bien, le manioc, ça n'a pas toujours été une plante qui a poussé en Afrique. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, on se l'a approprié comme étant typique de l'Afrique. N'importe quoi. Non. Quand on regarde les hiéroglyphes, quand on regarde les peintures rupestres, on montre le maïs chez certaines personnes, on montre même le blé. Mais il n'y a jamais le manioc, il n'y a jamais le macabo, il n'y a jamais le niam. Donc le maïs encore à une certaine époque, avant qu'il ne devienne transgénique là, avant que le blé ne devienne transgénique comme il est aujourd'hui, ils étaient quand même à une certaine époque cultivés dans les vastes vallées du Nil et autres là. Mais pas le manioc. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Pas le macabo, pas les Indiens, pas les... Et le maïs qu'on utilisait n'était pas le maïs d'aujourd'hui. Le blé n'était pas le blé d'aujourd'hui. Oui, le blé d'aujourd'hui est extrêmement transformé, extrêmement OGM et dangereux pour la santé. Nous devons prendre ces mesures-là en considération. Donc, pour le stress scalaire, il faut lâcher prise. Et ici, il faut prendre la tisane des rois. La tisane des rois, oui. Est-ce qu'on va avoir une boîte de la tisane des rois? Merci. Et puis la forme en poudre aussi. À côté. À gauche. Voilà. Excellent, parce que le stress, c'est les nerfs qui sont tendus. Si les nerfs sont tendus, il faut les détendre. Le cerveau a du mal à gérer le stress aussi parce qu'il n'est pas irrigué suffisamment. Il ne reçoit pas suffisamment de nutriments, il ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Nous avons mis en place la tisane de bois qu'on a déjà parlé. Excellent stress. Mais la particularité, qu'est-ce qu'il y a dans cette tisane? Les alicaments dont je vous ai parlé. Oh, l'ail, l'oignon. D'abord le curcuma, le gingembre, l'ail, l'oignon, le citron, zeste des pépins. Voilà les principaux. Derrière, on a encore mis des plantes de foin. Donc je garde le secret. Et que j'ai étudié quand j'étais encore en laboratoire. Parce qu'il fallait bien ficeler la formule avant de venir l'appliquer ici en 2018. Et nous avons fait sa forme liquide et sa forme en poudre pour des gens qui voyagent et on peut expédier facilement avec beaucoup de monde. Excellente expression. Vous buvez ça, vous dormez bien. Ça apaise vos nerfs. Ça vous permet de relaxer avant d'aller au lit. C'est quoi le processus scientifique derrière? Le processus scientifique, c'est que la glande pinéale et la glande pituitaire ainsi que la thyroïde sont les métronomes du fonctionnement hormonal. Et le sommeil est hormonodépendant. La régulation du stress est hormonodépendante. Donc, si vous voulez avoir des hormones équilibrées et avoir des fonctions hormonodépendantes de très bonne qualité, il faut pouvoir calmer vos nerfs. Il faut pouvoir améliorer l'oxygénation et la circulation sanguine autour et dans les organes en charge de la régulation hormonale. Et il y a deux autres organes, les ovaires, les surrénales aussi dans la régulation hormonale. Et donc, il faut améliorer la circulation sanguine et nerveuse autour de cet organe. Voilà le processus scientifique derrière. Maintenant, cette tisane n'est pas une panacée. Je demande toujours d'ajouter à cette tisane de la propolis et du shilajit, qui sont les adjuvants premiers de cette tisane. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des recherches qui ont été menées? Parce que vous dites ça, mais est-ce qu'il y a des recherches? Parce que la science mène des recherches. Quelles sont les recherches qui ont été menées par rapport? Il y a un brevet qui a été déposé à l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle sur cette tisane. De deux,
à l'université de Yaoundé, il y a des recherches qui ont été faites et qui sont formelles sur les propriétés anti-inflammatoires du curcuma. Il y a des recherches même au Nigeria qui ont été déjà faites sur les dosages du curcuma gingembre dans l'amélioration de la fonction glycémique, l'amélioration de la circulation sanguine. Les recherches ont été faites. Maintenant, à nous d'en tirer profit et de mettre en place des produits thérapeutiques qui vont aider notre corps. Je vais un peu jouer l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux recherches qui sont faites dans notre pays, au Cameroun? Les recherches qui sont faites au Cameroun ne sont pas différentes des recherches qui sont faites en Europe. Ce sont les mêmes recherches qui ont dit qu'on doit se vacciner. Aujourd'hui, on se rend compte que ce vaccin-là était très dangereux pour la population. Mais là-bas, ils ont des laboratoires, ils ont des réactifs, ils ont toutes les ressources. Attention, Valère, l'Afrique est le terreau de la médecine dans le monde entier. La médecine a commencé en Afrique. Et chez nous, dans les villages, les grands-pères soignaient sans avoir été médecins, sans avoir été dans les laboratoires. Si l'Europe était très fière et était aussi puissante à cause de ces laboratoires, ce ne serait pas le continent le premier continent en termes de prévalence des cancers dans le monde. C'est l'Europe. Mais on dit à quoi leur servent leur laboratoire et leur médecine si ça ne permet pas de baisser le taux de cancer en Europe. Mais souvent aussi on dit qu'il y a des cancers parce que c'est détecté à des états relativement, j'oublie le terme précis, mais ça détecte à des états relativement, comment ça s'appelle encore? Tardif? Non, précoce. Voilà, c'est ça, merci, précoce. Alors qu'ici, on pense souvent que on a des maladies, mais ce n'est pas détecté parce qu'on n'a pas d'études. Après, on est mort, on dit que ouais, c'est le grand-père du village, la grand-mère du village. Non, quand on parle de prévalence, d'une pathologie dans une société particulière, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'on prend une population à un certain âge et on détecte la prévalence de cancer sur cette population. Point. On prend les nouveaux-nés et on voit la prévalence du cancer chez les nouveaux-nés. Que ce soit chez les nouveaux-nés, les adolescents, les adultes ou les vieillards, l'Europe est en top position par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Amérique, par rapport à la Chine. Donc c'est de la prévalence dont on parle. Maintenant, il y a des disparités selon les villes, selon les pays, etc. Mais la tendance mondiale est ça, c'est-à-dire que l'Europe est en tête de liste aujourd'hui en matière de cancer. Malgré tout leur laboratoire, je réponds donc à votre question. Est-ce qu'il faut faire confiance au laboratoire en Afrique par rapport, je ne dirais même pas laboratoire en Afrique, on n'a pas de laboratoire. On nous a enlevé notre capacité à avoir de bons laboratoires de recherche. La preuve est que tous les médicaments qui entrent même en Afrique, y compris les aliments qui entrent dans les ports africains, ne peuvent pas être évalués. On mange et on avale n'importe quoi des pays qui nous détestent et qui nous mènent des guerres silencieuses. Donc, vraiment, nous n'avons pas de laboratoire. Nous devons seulement nous armer, comme je le dis toujours, de notre esprit critique. Ne mangeons rien et ne buvons rien qui ne vient de notre sol. Au moins, si ça vient de mon sol, je peux contrôler. Et même si je veux contrôler, je peux aller chez mon frère qui a fabriqué ça. Je vois la façon dont vous êtes venu ici. Vous voyez la façon dont je travaille. Vous pouvez vérifier et voir afin de dire que oui, je peux faire confiance en ça. Donc, faites confiance plus à l'artisan des rois qu'à un thé miracle qui vient de Chine. Parce que vous ne connaissez pas ce que les Chinois ont mis dedans. C'est un outil extrêmement important. Faire confiance à ce qui pousse chez nous et ce qui est endogène. Vous économisez, c'est moins cher, vous êtes sûr, parce que c'est la qualité, vous êtes sûr, même si ce n'est pas au top, vous êtes sûr au moins que vous pouvez contrôler. C'est un élément très important. C'est-à-dire, on n'importe rien. Non, on ne peut pas vivre en autarcie dans ce monde. Les roues des voitures, on va importer. Les capsules de gélules, nous n'avons pas encore la technologie pour le faire. Le problème en Afrique, c'est que nous sommes trop dépendants de l'électricité. La balance commerciale est déficitaire, au lieu même d'être équilibrée. C'est ça le problème. Nous importons même le riz, mon frère. Aujourd'hui, même le maïs, on importe. Le macabo, on importe du Nigeria. C'est grave. Donc, c'est ça le problème. Nous ne devons pas importer des choses que nous pouvons nous-mêmes faire. Et mon devoir, c'est de montrer aux gens qu'on peut faire aussi localement et qu'on peut faire même mieux que ce qui est important. Voilà. Et ça, comment on peut se procurer? Parce qu'il y avait la question de ceux qui sont à l'étranger. Comment ils font si vous êtes artisans des rois et tout? Nous sommes disponibles aujourd'hui dans 14 supermarchés au Cameroun. Nous avons un représentant à Douala, nous avons un représentant en Allemagne. En Allemagne, c'est la Potsdam, dans la ville de Potsdam. Et puis aussi, nous avons un partenariat avec les distributeurs africains et internationaux en Europe. Donc, il n'y a personne qui va dire que
on ne peut pas le livrer. Toutefois, il y a des pays qui sont radicalement opposés aux produits africains. Oui, ça c'est. Surtout les compléments alimentaires. Je cite l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège, la Suède. Ce sont des pays là. Les États-Unis, ils créent chaque jour des réglementations pour empêcher que les produits africains entrent dans leur territoire. C'est du protectionnisme commercial. Oui, mais pourquoi uniquement l'Afrique? Parce que nous n'avons pas la capacité diplomatique de leur faire face. On n'a pas une diplomatie derrière qui est capable de leur dire Why did you refuse this our product? We will ban your own product. Nous cessons les importations en provenance de ce pays-là et ils vont comprendre de quoi il s'agit. Nous n'avons pas une diplomatie forte. Si nous avions des diplomates suffisamment forts, suffisamment puissants et avec des couilles, vraiment, on pourrait leur mêler la même regret que nous-mêmes. Moi, je pense que c'est ça le problème. Le deuxième problème qui est mineur, c'est la qualité. Beaucoup de Camerounais ou de producteurs africains ne sont pas encore aux normes dans les conditions de production, le packaging et tout ça. Ça laisse encore un peu à désirer, il faut le reconnaître. Ouais. Et les efforts sont faits dans ce sens. Et quand je peux, j'aide, je conseille. Et puis il y a des organisations patronales ici qui le font. Mais ce n'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est la guerre. Je connais des gens, moi je suis aux normes. Mes produits sont aux normes, mais pourquoi ils refusent? J'ai fait partie des produits en Belgique. 2 fois les gars ont détruit. Au point de traîner la personne à qui j'ai envoyé en justice. Wow. J'ai payé un avocat pour défendre la personne. C'est grave. Nous sommes en guerre, Valère. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils aiment l'Afrique pour les recherches minières, pour les richesses minières de l'Afrique, pour la substance grise de l'Afrique, mais sans les Africains. Aujourd'hui, on absorbe tous les génies de l'Afrique pour aller travailler Immigration Canada. Le Cameroun est d'ailleurs leader en immigration canadienne. Ils prennent tous nos génies pour nous les renvoyer dans les cercueils. L'Afrique va devenir demain le cimetière des Africains. Parce que les cercueils africains arriveront pour être remplis. On quitte l'Afrique à la fleur de l'âge, quand on est encore fort, quand on est encore intelligent, quand on peut créer des entreprises, on quitte l'Afrique. Mais on revient, on dit je veux rentrer en Afrique quand je vais prendre ma retraite. Et quand tu prends ta retraite, tu es déjà vieux, tu es déjà usé, tu vas servir à quoi? Tu sers mieux à l'Afrique en étant sur le continent, en créant de la richesse, sur le continent, en exportant des produits qui vont faire rentrer de l'argent en Afrique, comme je le fais ici, à partir de nos matières premières et qui vont partout dans le monde entier. Donc tous les Africains, pour soutenir cette guerre, devraient prendre ces produits-là pour vraiment se soigner d'abord, mais aussi répondre à cette guerre économique qui nous est menée. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont interdit d'expédier dans leur pays qu'on s'arrête là. Nous avons les manières de contourner. On a des personnes qui voyagent, on peut mettre ça dans la soupe et tout ça. Nous, les Africains, nous avons les techniques pour contourner ça. Donc on ne doit pas s'arrêter là. On ne pleure pas. Nous n'allons pas pleurer et nous allons continuer à affûter nos armes et à améliorer notre relation. Oui. Mais avec tout ce que vous dites, parce qu'on a souvent eu des grands chercheurs dans d'autres pays africains qui ont eu à flirter avec la mort, qui ont été tués. Ma question, c'est est-ce que vous avez reçu des menaces par rapport à ce que vous faites? Les menaces, c'est tous les jours. Tous les jours. Les pharmaciens et les médecins sont sur ma page. Allez juste parcourir. Quand vous cliquez sur leur profil, vous voyez qu'ils ont verrouillé le profil. Ouais. Et très souvent, quand vous faites une petite recherche, vous vous rendez compte qu'ils sont des médecins, des pharmaciens. Très souvent, des films. Il y a 2 ans, à peu près, nous avons été cambriolés. Ouais. Ils ont tout cassé. Ils ont porté mes ordinateurs, mes téléphones de service, des documents ils ont emporté, mais 1 litre de miel ils n'ont pas fait. Donc, vous voyez ce qu'ils veulent faire. Donc, mais ce n'est pas une raison pour avoir peur. Nous n'avons pas peur. Le monde même est dans par ici. Et ce n'est pas ça qui va nous arriver. C'est l'occasion de dire à tout le monde que nous devons nous protéger. Si nous pensons que Dr Paulin Zobe est une matière grise qu'il faut protéger, tant qu'on peut, supportant le combat nous-mêmes. Moi, personnellement, aussi, j'essaie de faire attention à ma sécurité personnelle. Je ne fais pas n'importe où, je ne côtoie pas n'importe qui, je ne reçois pas n'importe qui. Wow.
Voilà, je mets la sécurité en place, caméra de surveillance, tout ça connecté à votre plateforme. Pour essayer de. Ouais, c'est que la question que je vais poser n'a rien à voir avec votre produit là, mais je pense que c'est le moment de la poser. Au vu de votre regard de la société, c'est quoi le problème du Cameroun? Le Cameroun est sous emprise ésotérique. Ah oui, donc ça me pense qu'il y a un autre qui m'a dit que le problème du Cameroun est mystique. Oui, oui, Quand- quand on dit mystique, ça veut dire que c'est insolvable. Oui. Ésotérique, ça veut dire qu'il y a des vérités cachées qu'on cache aux Camerounais. Ah, ok, oui. Et il y a des esprits Ouais. qui possèdent l'esprit des Camerounais. C'est particulier pour les Camerounais. Mais ça passe surtout par la sensibilisation, la communication, le travail sur soi. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le Cameroun a cette spécificité-là qu'il y a des esprits extrêmement pernicieux qui ont possédé l'esprit des Camerounais. Et ça n'a rien de spirituel, c'est des attitudes. Quand quelqu'un se retrouve à manger des chiens dans la rue, manger de la viande sans connaître l'origine, c'est que cette personne est déconnectée. On ne devrait pas manger une viande qu'on n'a pas tuée soi-même. Ou au moins dont on ne connaît pas les origines profondes. Mais on peut nous faire croire que c'est de l'original, donc ce n'est pas ça. Par exemple, en Europe, ça arrive très souvent quand c'est arrivé des scandales. On nous dit que c'est la viande de bœuf alors que c'est la viande de cheval. On nous dit, bon, on ne sait pas forcément d'où elle vient, c'est vraiment faire confiance aux indices. C'est ça, c'est-à-dire que tu fais confiance à quelqu'un de façon aveugle. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire confiance de façon aveugle à quelqu'un parce que nous sommes dans un monde dangereux. Dans un monde dangereux, tu ne peux pas t'hasarder à faire confiance aux gens. Mais pire encore, à ceux qui entrent dans ta bouche. Mais on vous fait bien confiance parce que tous ceux qui consomment vos produits ne vous rencontrent pas forcément, ils ne vous écoutent pas forcément. Tous ceux qui consomment mes produits me connaissent et peuvent venir vérifier chez moi. Je suis dans les réseaux sociaux. Ouais. Vous n'en direz pas de même pour le PDG de Nestlé ou le PDG des grandes firmes. Vous ne connaissez rien sur leur laboratoire. C'est pour ça que l'industrialisation nous a menés vers les travers, parce qu'avec l'industrie, tout est secret. On ne peut pas vous permettre d'aller visiter, d'aller contrôler. Oh, c'est votre droit en tant que consommateur d'aller jeter l'œil sur là où on produit ce qu'on vous donne à manger, à boire ou à avaler. Vous voyez? C'est l'industrialisation qui est le vrai problème. L'être humain devrait produire des denrées pour l'humanité à des petites échelles. L'agriculture doit être à des petites échelles. Ça ne doit pas être sur 20 hectares, 40 hectares et tout ça. Là, tu ne peux pas t'en sortir seul, il te faut de la mécanisation. Et la mécanisation vient parfois avec les produits chimiques. C'est pour ça que je milite pour les petites unités de production. Mais en termes de coûts, les coûts d'achat seraient énormes. Non. Pas l'industrialisation résout le problème du coût de production et donc le coût d'achat. Oui, mais les travers que l'industrialisation apporte sont plus graves que les bénéfices que je n'ai. Au final, il faut manger quelque chose parce que aujourd'hui, en Afrique par exemple, s'il y en a qui ont du mal à se nourrir, c'est peut-être parce que l'industrialisation n'est pas assez développée. Alors qu'en Europe, dans des pays tels que la Chine par exemple, pour 1 euro, on peut bien manger. On peut bien manger quoi? Bien manger, ce n'est pas se remplir la panse. Bien manger, ce n'est pas manger des bourratifs, des cadavres d'animaux et autres. Mais sachez-le, ceux en Afrique qui n'arrivent pas à bien se nourrir sont ceux qui vivent dans les grandes villes. Ceux qui vivent au village n'ont pas de problème de famine. Tu as faim, tu pars derrière, tu prends ton avocat qui est tombé de laboratoire, tu manges. Tu as faim, tu pars sur le voisin, si tu n'as pas l'avocat, il te donne l'avocat, il te donne tel. La vie a toujours été, les vies en société ont toujours été communautaires. Or, le mondialisme déteste le communautarisme, il préfère le capitalisme. Donc, dans nos villages, il n'y a pas ce problème-là. Tu ne peux pas dire que tu as faim. Ça a commencé comment? Tu ne peux pas dire que tu as faim. Dans un milieu où il y a les arbres, les plantes, tu ne peux pas avoir faim. Ce n'est que là où il y a le béton, le ciment, l'asphalte, que tu peux avoir faim. C'est pourquoi les villes sont nettement corrélées à la famine et au manque, à la disette. Ils appellent ça l'offre et la demande, ou bien je ne sais pas comment ça s'appelle. Le monde urbain et moderne est foncièrement générateur de manque. Sans manque, il ne peut pas avoir PIB, le produit intérieur brut. C'est basé sur la rareté, c'est ce que je voulais dire.
Quand il y a rareté, le PIB monte. Quand il y a abondance, le PIB baisse. Donc, c'est dans leur intérêt que tout soit rare. Que la santé soit rare, l'amour soit rare, le sexe soit rare, la nourriture soit rare, l'argent soit rare. C'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt que pour faire du sexe, que tu puisses prendre une prostituée, que tu divorces de ta femme, que tu travailles 24 sur 24. Dans le moment où tu veux faire le sexe, tu vas payer cher pour ça. Parce que ça fait manquer le PIB, les prostituées payent les taxes, etc. C'est dans leur intérêt que tu manges un McDo à $1 avec le coca, tout à $1, pour dans 10 ans être diabétique, aller consommer les remèdes. C'est plus rentable. Faire des chimiothérapies, faire des opérations, c'est plus rentable. C'est le monde économique, je ne vous apprends rien. Mais seulement, je dis que les Africains doivent en être conscients. Parce que il n'y a que nous qui ne sommes pas conscients de ça. Les Chinois sont très conscients de ça. C'est pour ça qu'ils produisent abondamment pour le monde de besoins et de demandes. Mais l'Africain aujourd'hui se contente de consommer et d'accepter cette modernité à outrance là, sans en juger les travers. Voilà. Ok. Bon, du coup, on est là dans le mur des gélules. Alors, je vais choisir un produit comme ça au hasard qui m'interpelle. Ah, la mangue séchée. Mais est-ce que sécher une mangue, ça en préserve les vertus? Au moins à 80%. Ce n'est pas pasteurisé, c'est déshydraté à 40 degrés. Là, on enlève juste l'eau de la mangue. Et ça, on concentre les sucres. Et ça, on peut conserver sur 2 mois, 3 mois. Et puis, si on voyage dans des zones difficiles, on peut apporter ça et consommer. Plus de consommer d'autres choses qui peuvent être dangereuses pour la santé, comme des fruitures et autres. C'est quoi les vertus de la mangue? Bon, la mangue est comme la carotte. Ah, la mangue c'est un fruit, la carotte c'est un légume. Bon, la mangue c'est l'équivalent de la carotte dans le monde des fruits. Riche en vitamine A, riche en carotène pour la peau. La mangue est un excellent digestif. La mangue vous remet du sucre dans le sang rapidement, comme la banane. Ouais. Donc si vous sentez que vous avez faim, prenez une sucre de mangue, vous allez voir que la faim est là. Vous avez la pescache au Burkina Faso en consomme de. Voilà, les Burkinabés sont des grands exportateurs de mangue. Quand j'étais en Finlande, je consommais les mangues de la Burkina Faso. C'est légal même d'ailleurs. Je ne connaissais pas la mangue séchée au Burkina Faso. Voilà. Autre delà de tout ça, c'est qu'il y a une question qui revenait souvent de la part des internautes. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des produits ici à Ivo pour améliorer la fertilité des femmes? Tout à fait. Mais bon, il faut, avant de se cautionner sur la fertilité d'une femme, il faut se demander d'où vient l'infertilité de la femme. Déjà, c'est quoi la fertilité? Très bien. La fertilité, c'est la capacité à procréer. Une terre est fertile si elle peut donner des fruits, si on peut cultiver dessus. Une femme est fertile si elle peut donner des fruits, si elle peut passer la vie à une autre personne. Donc, la fertilité de la femme, c'est la capacité de ses ovaires à donner des bons ovules. La fertilité de l'homme, c'est la capacité de l'homme à donner de bons spermatozoïdes. D'accord? Et les ovules sont produits par les ovaires et les spermatozoïdes produits par les testicules. Et il y a 2 organes chez l'homme qui s'en chargent, la prostate et les testicules. Donc, il faut trouver des produits qui améliorent la santé de ces organes-là. La tisane des rois, en tant que fluidifiant sanguin, améliorant la circulation sanguine et nerveuse, est le premier palier de tout ça. Mais en plus, il y a le Kalanchoe crenata, il y a le Kigelia africana, et il y a le ginseng. Le ginseng, c'est le gingembre? Non, le ginseng, c'est pas le gingembre. Le ginseng, c'est une plante de la famille du gingembre aussi. Ce sont les gingibéracées. D'ailleurs, pour bien booster la libido, ginseng, gingembre, curcuma. Vous voyez, ça c'est excellent. Mais ça, c'est un très bon package minimal pour la fertilité. Kigelia, ginseng, kalanchoe. Kalanchoe, si tu as des problèmes très proches du cancer. Ginseng pour la libido et tout ça. Et Kigelia pour renforcer le côté alimentaire des organes reproducteurs. Mais j'ajoute à ces 2-là, de façon optionnelle, j'ajoute très souvent la spiruline et le cortisol.
Corosol. Pardon. Spiruline et moringa. Oui. Des plantes nutritives, reminéralisantes, fortifiantes, spiruline et moringa. Avec ça, vous avez un bon package pour la fertilité. Mais, tout compte fait, en tant que praticien, je nettoie d'abord le corps. Je nettoie votre corps, je vous désintoxe, je vous déparasite. Maintenant, les plantes peuvent venir. Ça demande suivi, ça demande consultation. Parce que ça ne vaut pas la peine de mettre le moringa dans un corps qui est sale. Tu vas perdre la plupart. Il faut d'abord nettoyer un peu. Il faut cesser de manger le coquille. Il faut arrêter un peu le beignet haricot, etc. Il faut arrêter un peu le pain. Il faut laisser un peu la bière. Là, tu vas éviter que les ordures. Maintenant, tu peux mettre la bonne nourriture. Et je dois parler du beignet haricot. Quand vous avez sorti quand vous avez effectué cette sortie fracassante du beignet haricot, comment vous avez accueilli la réaction des intervenants? Si je ne m'y attendais pas, j'aurais pris une prise de nerfs. Parce que quand vous faites des choux gras de la presse, quand vous êtes en avant de ce qu'on appelle une vague, une avalanche des réseaux sociaux, il faut être fort. C'est ce qu'on appelle un buzz. Oui. Il faut être mentalement fort. Par exemple, la vidéo que vous avez publiée, elle a fait un gros buzz. Et vraiment, il faut être fort pour accueillir l'avalanche de réactions. Donc, je m'y attendais. Mais en même temps, j'ai été choqué par la réaction de mon peuple. La plupart qui venaient insulter, des grandes personnalités aussi. Ça a choqué. Ça ne fait pas plaisir. Tu quittes comme ça, tu fais des recherches, tu étudies des choses pour aider les gens. Mais tu viens de leur présenter et ils te jettent comme ça, ils te lancent les flèches. Ça a été difficile. Mais on a traversé le peu parce qu'on s'était un peu psychologiquement préparé, vous voyez, mentalement prêt, quoi. Donc, et puis, je ne suis pas dans les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai commencé dans les réseaux sociaux depuis la venue de Facebook. Ah oui. Voilà, donc j'avais une page de 500 000 abonnés. Ah oui. Qui a été hackée par un Sri Lankais, quelque chose comme ça. Et vous parliez de quoi, je ne sais pas? C'était la politique. Ah, ok, vous parlez de politique. Je ne vous voyais pas du tout dans ce volet-là. Ben, je parlais de politique parce qu'à l'époque, il y a un média en ligne qui venait d'arriver et qui faisait fureur, un média panafricain. Donc, moi, je me suis laissé emporter dans la vague du panafricanisme, croyant que c'était la bonne voie. Et puis, je relayais beaucoup de leurs émissions et je me disais beaucoup sur le panafricanisme. Wow. Et donc, ma page faisait peut-être 500 000 abonnés. On me l'a volé en 2019. Ah oui, non, c'est trop récent. Oui, on me l'a volé en 2019. En plus, 500 000 abonnés en 2019, c'est quelque chose. Hein. Bah oui, aujourd'hui, on serait peut-être à 1 million. À plus, non? C'est 500 000 en 2019, sachant que Internet n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Bah, et le diabète, du coup, qu'est-ce que vous avez pour le diabète? Parce que c'est une question qui venait très. Ah oui. Ma guerre aussi consistait à trouver des compléments pour le diabète et c'est le pack des amertumes. Quinqueliba, Nîmes, Dolay et Artemisia. Artemisia, Nîmes, Quinqueliba, Vernonia, il est là, Dolay, oui, Quinqueliba, il est là. Ouais. Si vous avez le diabète, si vous avez un problème avec le pancréas, prenez le pack des amertumes. Je l'appelle le quatuor des amertumes. Il est imparable, vraiment. Parce qu'il est à la fois détoxinant, déparasitant et boostant de l'énergie du pancréas. Donc, très souvent, je commence même par ça avant de vous mettre sous les fertilisants. Ouais. Donc, ça devrait permettre déjà pour les diabétiques d'aller mieux. Ça vous aide vraiment à réduire le sucre dans le sang, réduire le sucre dans le sang, améliorer la fonction cardiaque, déparasiter, détoxiner. Je lisais encore ce matin sur la leishmaniose, créée par des parasites, leishmania et tout ça. Ce sont des parasites qui viennent des insectes qui vous piquent et le parasite se reproduit dans votre corps, créant toutes sortes de pathologies. La leishmaniose, vous prenez le Nîmes et le Dolay, vous prenez 2 mg matin, midi, soir. Vous tuez le parasite. Mais comment est-ce que je peux commencer une passe à l'école?
Surtout pour moi qui suis étudiant en médecine, moi qui suis étudiant en médecine. En tant que médecin, la médecine a pour rôle de vendre les médicaments pharmaceutiques. Si un médecin ne retient pas ça, il va croire qu'il entre là-bas par passion. Sa passion importe peu pour les laboratoires pharmaceutiques. Vous êtes médecin pour être des relais de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hôpitaux sans médicaments. Il n'y a pas d'hôpitaux où il y a des plantes médicinales, à part en Chine. Donc, on n'enseigne pas ça dans les facultés de médecine parce que les facultés de médecine sont financées par l'industrie pharmaceutique. Si on arrête le financement de l'industrie pharmaceutique, les médecins vont être plus autonomes. Ils vont avoir plus de mains pour pouvoir prescrire ces choses-ci qui réellement aident notre peuple. Voilà de mon avis pourquoi on n'enseigne pas ça dans les facultés de médecine. Pourquoi les facultés de médecine, on n'enseigne pas les plans médicinaux? Voilà la question. Ça devait faire l'objet de au moins 3 modules chaque année, première année, deuxième année, troisième année, pour vraiment faire usage de ces richesses-là que le Créateur nous a données et qui posent sur notre terre. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, mon pronostic, c'est parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui finance les formations des médecins, qui finance les recyclages des médecins, qui finance les colloques à l'étranger et tout ça, qui finance même peut-être le système éducatif, le système de santé d'un pays. C'est les industries pharmaceutiques. C'est les dons, c'est les prêts de l'OMS et tout ça, et des banques qui sont financées, des banques elles aussi, par l'industrie pharmaceutique. Donc nous devons comprendre ça pour pouvoir faire face à cette guerre. Et moi, je ne vais pas parler tout le temps. Non, c'est sûr. Récemment, quand je venais de la France, j'ai un ami qui m'a contacté, il me dit, bon, il est obèse. Et il me dit, il aime manger les salades pour du coup perdre du poids. Et il me dit, sauf que je mets dans mes salades, je mets de l'huile, mais l'huile qu'on m'a recommandé, c'est l'huile d'olive. Est-ce que l'huile d'olive est aussi bonne que ça, autant de vertus qu'on dit? Oui, mais l'huile d'olive n'est pas une panacée. L'huile d'olive n'est pas meilleure que l'huile de moringa, qui n'est pas meilleure que l'huile de palme. L'huile de palme est meilleure que l'huile d'olive. Recherche prouvée. D'accord? Simple test. Quand vous regardez l'huile d'olive et vous regardez l'huile de palme, laquelle est plus translucide? L'huile d'olive. L'huile d'olive est plus translucide. Pourquoi elle est plus translucide? Parce que l'huile de palme contient plus de minéraux, plus de matière, plus de vitamines, plus d'enzymes. Pourtant, on a régulièrement entendu, j'ai entendu des documentaires qui disaient que l'huile de palme n'était pas bonne pour la santé. Ce documentaire a été fait par les Européens. Tout à fait. Qui produisent l'huile d'olive. Tout à fait. Et qui viennent diaboliser notre huile de palme. L'huile d'olive, laboratoire prouvé. Le professeur Oben, Julius, qui est président d'une fondation sur l'alimentation et la santé à l'Université de Lyon et qui a été mon enseignant en 2006 à l'Université de Lyon, a fait des recherches dessus. Il dit que prouvez-moi qu'il y a une autre huile dans le monde meilleure que l'huile de palme. Me voilà, allez lui prouver le contraire. Et je vous dis, c'est vrai. L'huile rouge, extraordinaire. L'huile de palme est extraordinaire. C'est la seule huile sur cette terre, pas graisse. C'est la seule huile sur cette terre qui est solide à température ambiante. Il n'y a pas une autre huile. Et en quoi est-ce que ça révèle ses vertus, le fait que ce soit solide à température? Le fait que l'huile soit solide à température ambiante, ça veut dire que... Parce que les huiles sont des longues chaînes lipidiques. Et ces longues chaînes lipidiques constituées notamment de glycérol, des triglycérides sur lesquels viennent se greffer les acides gras. Plus il y a des acides gras sur cette chaîne, plus la chaîne sera dense. Oui. Donc l'huile d'olive contient moins d'acides gras sur sa chaîne que l'huile de palme. Et donc si tu prends l'huile de palme, tu auras plus d'acides gras que l'huile d'olive, que dans l'huile d'olive. Du coup, c'est pour ça que l'huile de palme est plus nutritive. L'huile de palme a la capacité de retenir plus des acides gras dont nous avons besoin. Nos membranes cellulaires sont constituées de lipides. Et c'est ce qu'on appelle la membrane phospholipidique. Parce qu'il y a des phospholipides qui se mettent l'un tête en haut, voilà, sur les membranes cellulaires. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes cellules si vous n'avez pas de bons acides gras. Tout à fait. Et l'huile rouge vous apporte ces acides gras. Petite parenthèse.
Les peuples au Cameroun qui ont les meilleurs cheveux et qui ont une meilleure santé sont les peuples qui consomment l'huile rouge. Nord-ouest, sud-ouest. Parce que chez eux, on ne frit pas l'huile rouge. On prend l'huile rouge telle qu'elle, même si vous faites le riz sauté, vous avez l'huile rouge non frite. Et eux, ils ont de très beaux cheveux. Ils sont solides. Mais on associe l'huile de palme et toutes les huiles qui durcissent à température ambiante à des huiles qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés, qui sont eux responsables de maladies cardiovasculaires. Lorsque vous entrez dans les termes saturés et insaturés, là, ma grand-mère ne peut pas comprendre. Oui. Parlons de ce qu'on peut démontrer de façon factuelle à tout le monde, même à la grand-mère. Parlons de l'huile rouge, l'huile d'olive. Même l'huile d'olive, si elle est extra vierge, elle est bonne. Ouais. Le problème, c'est l'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive raffinée aussi. Tout comme il y a l'huile rouge raffinée. Ouais. Mais le problème, c'est l'huile rouge non raffinée est extrêmement lourde. Excusez-moi, extrêmement lourde. Preuve de sa richesse en acides gras. Le problème, ce n'est pas si c'est saturé ou c'est vrai qu'il y a des graisses saturées et insaturées. Mais les graisses qui deviennent impropres à la santé sont des graisses qui ont été transformées ou qui ont été très chauffées. C'est là où se trouve le problème. Si vous prenez l'huile rouge, vous ne chauffez pas, vous léchez comme ça. C'est très bon pour la santé. Mais dès que vous la chauffez, pire encore, s'il y a la fumée blanche qui commence à sortir, là, il y a c'est ça que nous on aime, surtout quand on met dans un bon doulet. Mais comment on frit avec les oignons, En effet, oui. d'autres mettent même des cadavres de crevettes dedans Oui, et ils versent sur l'oreille comme ça. Ouais. Vous croyez avoir la santé comment? L'huile rouge n'a pas d'égal connu en ce moment. Elle est idéale, elle est presque parfaite, pourvu qu'elle soit prise sans être frite, sans être altérée et nature comme elle est. Donc, ça ne durcit pas dans les vaisseaux le fait de consommer. N'importe quoi. Ah oui, Si ça durcissait dans les vaisseaux, ce que les anglophones ont des vaisseaux durs. Non, on veut dire que ça crée les plaques d'athérome. Non. Ce qui crée les plaques d'athérome, c'est les molécules trans, Ok, oui. Ah, oui. issues de haute température. Oui. C'est ça qui crée les plaques d'athérome. Ok? Ce qui est vivant ne crée pas des plaques d'athérome. L'huile rouge vient même aider à enlever. Parce que l'huile rouge, nature est antioxydante. Les plaques d'athérome sont créées par des molécules dégénérées, transformées, mortes, industrielles. C'est ça qui crée les plaques d'athérome. Et les plaques d'athérome ne sont pas que lipidiques. Il y a des molécules de protéines dégénérées dans les plaques d'athérome. Il y a les glucides dégénérés, les amidons qui n'ont pas pu, qui passent par le sang et ça glutine là-dessus et ça fait des tas d'ordures. Ne faisons pas l'amalgame entre ce qui est vivant, naturel, thérapeutique et ce qui est dégénéré. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.